Bienvenue dans les recoins sombres d'Internet. Je m'appelle Mr. Dark Web et aujourd'hui, nous avons une histoire incroyable qui ressemble à de la fiction, mais qui est bien réelle. Je l'ai trouvée sur l'un des forums les plus célèbres du Darknet, où l'on parle non seulement de mystère, mais aussi d'argent, de gros argent. Imaginez un peu, un groupe de gars crée un appareil capable de se connecter au distributeur automatique de billets et de retirer de l'argent. Beaucoup d'argent. Une véritable mine d'or pour ceux qui sont prêts à tout risquer. Mais plus il y a d'argent, plus les enjeux sont importants. Sont-ils devenus riches, ou ce risque s'est-il avéré désastreux? L'argent peut attirer, mais le prix à payer peut être trop élevé. Il est important de se rappeler que tout ce que vous entendez est illégal. Je ne cautionne en aucun cas de telles actions. Je suis ici pour raconter une histoire fascinante, pas pour vous inciter à répéter les erreurs de quelqu'un d'autre. Respectez la loi, soyez de bons citoyens et appréciez votre liberté. Maintenant, commençons. C'était aux alentours de 2015. J'avais alors 17 ans et, comme beaucoup de gens à l'époque, j'utilisais activement le Darknet. C'était un petit monde à part entière où tout le monde cherchait quelque chose de nouveau, communiquait avec différentes personnes, discutait de produits, souvent des appareils faits maison. Un jour, j'ai rencontré un homme qui fabriquait divers dispositifs de piratage. Il nous a proposé quelque chose d'intéressant, un appareil qui pouvait être utilisé pour se connecter aux distributeurs automatiques de billets et retirer tout l'argent. Avec quelques amis, j'ai décidé de tenter ma chance et de contribuer à l'achat de cet appareil. Il nous a coûté environ 1 500 $. L'appareil lui-même était assez primitif. Une carte, un écran noir et blanc, quelques boutons, 2 piles et quelques connecteurs USB. Le vendeur a même fourni un manuel d'instructions décrivant les distributeurs automatiques de billets avec lesquels il pouvait fonctionner et comment l'utiliser correctement. Nous avons finalement reçu la confirmation que notre appareil était prêt. Dans le Darknet, ce genre de choses est généralement transféré par le biais de signets, lorsque les marchandises sont cachées quelque part dans un endroit éloigné et que vous obtenez les coordonnées. Nous avons donc reçu les coordonnées et on nous a dit que le signet se trouvait quelque part dans la forêt à l'extérieur de la ville. Nous savions que nous devions être prudents, car si nous nous faisions prendre, ce serait plus qu'une simple amende pour une bagatelle. C'était une journée maussade, le genre de temps où l'on a envie de se cacher à l'abri des regards. Nous nous sommes réunis en groupe, avons pris nos téléphones GPS et nous sommes partis. Nous avons dû nous rendre dans cette forêt à vélo, car aucun moyen de transport ne s'y rendait et il était trop suspect de prendre un taxi. Nous les avons laissés à quelques centaines de mètres de l'endroit pour ne pas attirer l'attention. La forêt était sombre et humide après la pluie récente. Les feuilles mouillées collaient à nos semelles et le sol était glissant. Plus nous nous rapprochions des coordonnées, plus nous étions tendus. Pensez-y, à tout moment, nous aurions pu être rattrapés ou quelqu'un d'autre aurait pu trouver le signet plus tôt. Nous avons été guidés par le téléphone. Il y avait un vieux chemin forestier envahi par l'herbe et la mousse. Lorsque nous sommes arrivés sur place, le GPS indiquait que nous étions à quelques mètres du signet, mais cela ne signifiait pas que c'était facile. En fait, dès que nous sommes arrivés, la véritable recherche a commencé. Nous avons cherché sous les arbres, entre les racines, vérifié chaque buisson et même ramassé de vieilles pierres. Au bout d'une vingtaine de minutes, nous avons commencé à douter. Peut-être avions-nous été abandonnés, peut-être le signet n'était-il pas là du tout, mais l'un d'entre nous l'a trouvé, Il était caché dans un petit récipient en plastique, enfoui sous la mousse près d'un grand chêne. Le récipient était fermé hermétiquement, et à l'intérieur, il s'est avéré qu'il y avait l'appareil pour lequel nous avions payé 1,5 million €. Nos mains tremblaient un peu lorsque nous avons ouvert le couvercle et que nous l'avons vu, un tableau normal, un écran et les 3 boutons dont on nous avait parlé. Tout avait l'air si primitif qu'il était difficile de croire que cela pouvait fonctionner. Après avoir trouvé le signet, nous avons rapidement vérifié les alentours pour nous assurer que personne ne nous suivait. Le silence était étrange, on aurait dit que la forêt elle-même nous observait. Nous avons caché le conteneur dans nos sacs à dos et nous sommes rapidement retournés à nos vélos, nerveux à chaque pas. Une fois rentrés à la maison, nous avons décidé de le tester immédiatement dans la soirée. Les instructions spécifiaient un modèle particulier de distributeur automatique de billets.
NCR ATM 5000. Il s'agissait d'un ancien distributeur que l'on pouvait encore trouver dans certaines agences bancaires à l'époque. Nous savions que cette machine fonctionnait avec un vieux système Windows XP et si nous réussissions, nous pourrions retirer de l'argent sans problème. Le piratage des distributeurs automatiques de billets implique généralement l'utilisation d'outils standards tels que des tournevis ou des clés pour ouvrir le panneau arrière. Dans le cas du NCR ATM 5000, il nous a suffi de dévisser les 4 vis qui maintenaient le panneau en place. Cela n'a pas pris beaucoup de temps, nous l'avons fait rapidement. Après avoir retiré le panneau, nous avons eu accès à la carte mère du DAB. Nous y avons connecté notre appareil via un câble USB comme indiqué dans le manuel et nous avons commencé à cliquer. Nous avons cliqué et cliqué, essayé différentes options, mais rien n'a fonctionné. C'était le zéro absolu. Nous avons même essayé de redémarrer l'appareil plusieurs fois, mais sans résultat. Après quelques heures d'essai, nous avons compris que nous avions été abandonnés. Il nous avait été vendu une merde qui ne fonctionnait pas du tout. Mais l'un de nos gars, celui qui s'y connaissait le mieux en programmation et en piratage, a décidé de ne pas abandonner. Il était fasciné par l'idée d'un appareil capable de voler des distributeurs automatiques de billets. Après l'échec de notre tentative, il a commencé à creuser davantage. Il a d'abord passé plusieurs jours sur le Darknet, à parcourir des forums où l'on discutait du piratage de distributeurs automatiques de billets. Il était à la recherche d'informations sur le fonctionnement des distributeurs automatiques de billets, les systèmes sur lesquels ils reposent et la possibilité d'accéder à leurs opérations internes. Ce faisant, il a découvert que la plupart des anciens DAB, y compris le modèle NCR ATM 5000 que nous avons essayé, fonctionnaient avec le système d'exploitation Windows XP qui est dépassé. Cela ouvrait de nombreuses possibilités, car l'ancien système présentait de nombreuses vulnérabilités que seuls ceux qui étaient activement engagés dans le piratage connaissaient. Notre ami est littéralement tombé malade à cette idée. Il s'est plongé dans la documentation technique, à la recherche de réponses sur le fonctionnement interne de ces distributeurs automatiques de billets. Un jour, il a réussi à trouver sur le Darknet un autre hacker qui avait déjà de l'expérience dans le piratage de distributeurs automatiques de billets. Ils ont commencé à communiquer activement, partageant leurs connaissances. Cet homme a expliqué à notre ami la logique de fonctionnement de ces distributeurs, leur sécurité, la façon dont le système d'exploitation communique avec les cartes de paiement et les signaux qui peuvent être interceptés. En fait, ce n'était pas simple. Ils ont passé des nuits entières à analyser le code, à tester différents concepts et options de piratage. Notre ami voulait créer une application qui s'exécuterait automatiquement lorsqu'une clé USB serait branchée sur le port USB du distributeur. L'idée était que le logiciel pirate, le système de sécurité du DAB, en exploitant les vulnérabilités de Windows XP et permettre de retirer des fonds directement du conteneur sans aucune carte. Au début, cela n'a pas fonctionné. Il ajoutait des morceaux de code, les testait, puis se rendait aux guichets automatiques pour voir si cela fonctionnait. Chaque test s'est soldé par un échec. Les distributeurs ignoraient tout simplement la clé USB, le programme ne s'exécutait pas ou le système du distributeur se figeait. Il revenait toujours à la maison, s'asseyait à nouveau devant l'ordinateur, corrigeait le code et recommençait les tests. Cela se répétait sans cesse. Parfois, nous rions du fait qu'il connaissait déjà tous les guichets automatiques du quartier parce qu'il les visitait plus souvent que les magasins. Après plusieurs mois de tentatives infructueuses, sa motivation n'a fait que croître. Il a commencé à réécrire entièrement le code, en l'optimisant constamment. Il a testé toutes les nouvelles options, mais encore et toujours, rien ne fonctionnait. Mais il s'entête. Il restait assis devant son ordinateur la nuit, explorant de nouvelles voies, consultant d'autres pirates sur le Darknet, cherchant des solutions pour contourner les protocoles de sécurité qui se dressaient entre lui et l'argent du distributeur automatique de billets. Enfin, après 6 mois de travail continu, il a terminé son logiciel. Il ne s'agissait plus d'un appareil, comme c'était le cas au début, il s'agissait simplement d'une clé USB qui lançait le programme dès qu'elle était connectée à la carte système du DAB. L'ensemble du processus était automatisé. Le logiciel interceptait le contrôle du système d'exploitation, contournait toutes les sécurités et permettait le retrait d'argent. Après avoir fait cela, il était sûr à 100% que tout fonctionnerait. Alors quand le programme a été prêt, nous avons décidé de le tester à nouveau. Il a inscrit un montant test de $100 dans le fichier où se trouvait le code.
Nous sommes allés au même distributeur de billets dans le quartier. Nous avons branché la clé USB et 30 secondes plus tard, le distributeur a effectivement distribué de l'argent. Nous n'en avons pas cru nos yeux. Tout fonctionnait. C'était un vrai choc. Après avoir testé la clé USB et réalisé que le logiciel fonctionnait, nous ne pouvions pas nous arrêter. Ce n'était que le début. Il était clair que tous les DAB de notre région étaient soit plus récents et plus sûrs, soit simplement différents. Néanmoins, notre logiciel était adapté au modèle NCR ATM 5000 et tout le plan était basé sur ce modèle qui était vraiment rare. Il n'y a plus de DAB de ce type dans tous les quartiers et dans les grandes villes, ils sont activement remplacés par des modèles plus récents. Nous nous sommes rendus compte que si nous voulions collecter de l'argent normalement, nous devions chercher ces distributeurs dans tout le pays. C'est ainsi que notre nouvelle opération a commencé. Nous étions assis devant nos ordinateurs la nuit, traitant les informations que nous pouvions trouver sur le Darknet, recherchant diverses bases de données qui mentionnaient des modèles de distributeurs automatiques de billets. Un de nos amis hackers avait mis au point tout un algorithme pour trouver de tels appareils grâce à des avis d'utilisateurs spécifiques, des forums techniques et même des sites web où les clients des banques discutaient du fonctionnement des anciens distributeurs automatiques de billets. Nous nous sommes divisés en groupes et avons voyagé dans presque toute l'Amérique. Nous avons loué plusieurs voitures et pris la route. Nous avons parcouru plus de 1000 km d'un état à l'autre, de petites villes à des banques oubliées dans la périphérie. Personne n'aurait cru que quelques adolescents auraient dressé une carte complète des distributeurs automatiques de billets fonctionnant avec de vieux systèmes. C'était une sorte d'aventure. Nous passions la nuit dans des motels bon marché, parfois dans nos voitures, constamment à l'affût de toute activité suspecte susceptible d'attirer l'attention. Nous avons pris des photos des distributeurs, nous les avons vérifiées, nous avons enregistré leur emplacement et nous avons dressé une carte. Tous les 5000 distributeurs de billets de la NCR que nous trouvions étaient marqués sur notre carte que nous mettions constamment à jour. Nous disposions ainsi de tout un système, de la côte Est à la côte Ouest. Nous ne nous sommes pas lancés tout de suite. Nous avons d'abord rassemblé suffisamment d'informations pour élaborer le plan parfait. Chacun d'entre nous connaissait son rôle, qui ferait le guet, qui s'occuperait des distributeurs de billets et qui serait responsable de l'évasion. Nous avons calculé l'itinéraire en détail, estimé le temps nécessaire pour chaque effraction et même le temps qu'il faudrait pour s'échapper. Lorsque le plan a été prêt, nous avons commencé à agir. Tout a fonctionné presque à la perfection. Nous arrivions à un distributeur de billets, nous branchions une clé USB, nous attendions quelques minutes et le distributeur distribuait de l'argent. Mais il y avait de moins en moins d'endroits de ce type, et chaque distributeur que nous trouvions valait son pesant d'or. C'est ainsi que nous avons parcouru la moitié du pays, dressé une carte des distributeurs dont nous avions besoin et nous nous sommes mis au travail. Cela a demandé beaucoup de préparation, mais c'est grâce à cela que nous avons pu récolter de l'argent avant que les anciens distributeurs ne commencent à disparaître. Les affaires ont bien marché. En quelques mois, nous avons levé 7 millions au total. Mais au fil du temps, ces guichets automatiques se sont faits de plus en plus rares. Au bout d'un an, il n'y avait plus d'endroit où tester l'appareil. C'est alors que notre ami programmeur a décidé que nous devions développer une nouvelle version du logiciel pour des distributeurs automatiques plus modernes. Il s'agissait du modèle NCR Self-Serve ATM. Il s'agissait d'un modèle plus avancé, qui remplaçait en fait tous les anciens DAB. Il s'est remis au travail, il a passé beaucoup de temps à travailler sur le code, mais a fini par créer un nouveau logiciel. Toutefois, celui-ci fonctionnait un peu différemment. Au lieu de 30 secondes, il fallait attendre plusieurs minutes. Cela est dû aux particularités du nouveau micro-logiciel du distributeur automatique de billets, ainsi qu'au fait qu'il ne suffisait plus de dévisser quelques vis et d'enlever le couvercle. Il fallait désormais des outils spéciaux pour accéder à l'intérieur du DAB, ainsi qu'une sécurité à plusieurs niveaux pour accéder aux modules internes. Le panneau arrière, qui était facile à dévisser sur les anciens modèles, était désormais protégé par des matériaux plus durables et était difficile à briser ou à ouvrir sans outils spéciaux. Nous avons décidé de le tester à nouveau, mais dès que nous avons branché la clé USB, nous avons attendu que le logiciel traite les informations et en quelques minutes, le type qui montait la garde nous a fait signe de nous enfuir parce que les flics arrivaient. Nous nous sommes enfuis rapidement.
Mais il nous a semblé que c'était une coïncidence et que les flics ne venaient pas du tout vers nous. Nous avons donc décidé de réessayer. Mais cette fois, nous allions nous cacher quelque part et nous assurer que les flics viendraient bien au distributeur. Il s'est avéré que oui, les flics sont allés au distributeur. Il semblait que nous étions poursuivis par la malchance. Après tout, notre ami, le codeur, a recommencé à chercher des informations et il s'est avéré que le problème venait du fait que les nouveaux guichets automatiques étaient dotés d'une alarme automatique. Des capteurs spéciaux réagissaient instantanément à toute tentative d'effraction et transmettaient un signal au service de sécurité ou au système de surveillance. Le temps de réaction étant plus court que sur les modèles précédents, les chances de réussite d'une effraction s'en trouvaient réduites. En d'autres termes, l'alarme du DAB était activée avant que le logiciel ne puisse retirer de l'argent. Nous n'avons eu que très rarement la chance de réussir avant l'arrivée des flics. Après quelques dizaines de tentatives de ce type, nous avons finalement réalisé que tous les nouveaux distributeurs automatiques de billets étaient désormais équipés d'une protection qui appelait automatiquement les flics lorsque quelqu'un tentait d'entrer par effraction et qu'il n'y avait plus d'anciens distributeurs. Toute l'affaire s'est effondrée. Nous aurions pu en finir et abandonner. Nous avions assez d'argent. Nous avons gagné beaucoup d'argent en parcourant le pays et en retirant de l'argent aux quelques centaines de vieux distributeurs qui restaient. Mais notre programmeur, qui était le plus excité par le processus, a décidé de ne pas s'arrêter. Il s'est rendu compte qu'il existait un autre moyen de collecter de l'argent, la vente de logiciels sur le Darknet. Il savait qu'il avait une carte à jouer. Notre logiciel fonctionnait vraiment, et il en avait la preuve. Nous avons filmé la plupart de nos exploits sur nos téléphones, juste pour le plaisir, sans même penser que ces vidéos deviendraient un atout dans les ventes futures. Elles nous montraient en train de connecter une clé USB à un distributeur automatique de billets et d'obtenir de l'argent en quelques minutes seulement. Chacune de ces vidéos était la preuve directe que notre logiciel tenait ses promesses. Il s'agissait également d'une preuve directe de nos crimes. Ce n'était que du miel pour la police. Mais nous y reviendrons plus tard. Sur le Darknet, de telles choses coûtent cher et la confiance doit être gagnée. Nous avions tout pour convaincre nos clients. Les ventes se sont déroulées sans encombre. Il commença à proposer le logiciel à 10 000 $ la copie et ce n'était pas un prix exagéré. Tout le monde savait que le logiciel fonctionnait. Nous n'avons pas caché que nous filmions notre activité sur nos téléphones et ces vidéos étaient la preuve parfaite. Les acheteurs sur le Darknet ont rapidement cru aux performances du logiciel. Il a suffi de montrer quelques vidéos pour que les gens demandent eux-mêmes une copie. Certains acheteurs ont réussi à pirater quelques distributeurs automatiques de billets et à retirer de l'argent, mais ils étaient peu nombreux. La plupart des gens ne savaient pas comment utiliser correctement le logiciel ou ne savaient pas comment trouver les bons distributeurs. Souvent, les distributeurs étaient déjà mis à niveau ou mieux protégés que ceux que nous pirations. C'est pourquoi nombre d'entre eux ont échoué. Certains ont même fini entre les mains de la police parce qu'ils n'avaient pas bien choisi leur moment ou simplement négligé les mesures de sécurité de base. Malgré cela, il n'a eu aucun problème de vente. Le logiciel était très demandé et tout le monde savait que le programme pouvait vraiment fonctionner. Les vidéos enregistrées en étaient la preuve la plus convaincante. Mais la cupidité trouve toujours un moyen de tout retourner contre vous. Et cela a coûté cher à notre programmeur. Les ventes de logiciels ont rapidement pris de l'ampleur. Au début, il s'agissait d'une seule transaction, mais au fil du temps, la demande s'est accrue. Des rumeurs ont commencé à se répandre sur le Darknet à propos du nouveau logiciel permettant d'accéder aux distributeurs automatiques de billets et de plus en plus de personnes ont voulu l'essayer par elles-mêmes. Le programmeur est devenu une figure connue dans les cercles de hackers et son logiciel a été vendu par dizaines. En quelques mois, il est devenu une véritable industrie. Des fraudeurs sont apparus dans toute l'Amérique pour essayer de pirater les distributeurs automatiques de billets à l'aide de notre logiciel. Les médias ne tardent pas à se manifester. Des articles ont commencé à paraître dans les journaux locaux, faisant état d'une série de mystérieux piratages de distributeurs automatiques de billets. La police a essayé de trouver des traces, mais pendant longtemps, elle n'a pas pu comprendre comment les fraudeurs accédèrent à l'argent. Les journaux ont parlé de bandes qui parcourèrent les États et volèrent de l'argent dans les distributeurs automatiques de billets en utilisant des méthodes inconnues. Les forces de l'ordre ont commencé à s'intéresser de près à ce phénomène.
nous étions suivis sans que l'on sache exactement comment. Il est fort probable que des agents des forces de l'ordre aient été impliqués dans ce projet. Il est fort probable qu'un agent du FBI sous couverture ait acheté une copie du logiciel sur le Darknet. En utilisant les transactions ou d'autres traces numériques, il a pu nous retrouver. Quelques jours après l'accord, nous avons donc reçu une visite. Notre programmeur a été le premier visé. Ils l'ont pris par surprise. Ils sont entrés par effraction la nuit, alors qu'il dormait. Son appartement était une véritable mine d'or pour les agents. Il y avait tout ce dont ils avaient besoin pour prouver sa culpabilité, les ordinateurs sur lesquels il écrivait des logiciels, des dizaines de clés USB, un tas de données cryptées, et même de la correspondance avec des clients sur le Darknet. Tout cela traînait sur son bureau, avec des onglets ouverts sur son ordinateur. Il n'a même pas eu la possibilité d'effacer quoi que ce soit. Comme je l'ai appris plus tard, le codeur lui-même m'en a parlé en prison, car nous y avons passé beaucoup de temps. Ils sont entrés par effraction sans prévenir, ils ont enfoncé la porte pendant qu'il dormait. La pièce était complètement encerclée, si bien qu'il n'a même pas eu le temps de réaliser ce qui s'était passé. Ils l'ont plaqué au lit, lui ont cassé les bras et ont immédiatement commencé à chercher des preuves. Tous ses biens, de son ordinateur à ses dossiers personnels, ont été saisis. D'après ce que je sais, ils ont trouvé tout ce dont ils avaient besoin pour l'incarcérer pendant longtemps. Comment a-t-il été mis sous pression ? C'est une supposition car je n'en suis pas sûr, mais je peux imaginer qu'il était seul et sous une telle pression qu'il pouvait lui faire n'importe quoi. Le FBI sait comment faire pression sur de telles personnes. Ils lui ont probablement promis un marché au début, puis l'ont menacé de l'emprisonner pendant des décennies. Ils ont dit qu'ils n'avaient aucune chance, qu'ils avaient toutes les preuves en main. Dans une telle situation, il nous a probablement dénoncés. Comment aurait-il pu ne pas le faire ? Bien que nous ayons espéré que cela n'arriverait pas, la situation a complètement dégénéré. Il a fini par tout dire sur moi et notre autre ami. Quelques jours plus tard, le FBI est venu nous voir, lui et moi. Il s'agissait d'une opération nocturne comme celle menée avec notre programmeur. Ils sont entrés chez moi par effraction en enfonçant littéralement la porte. À mon réveil, j'ai été tiré du lit par la force, les mains dans le dos, et c'est tout. Personne ne m'a parlé, ils ont tout de suite commencé à m'intimider. Ils m'ont battu à plusieurs reprises, m'ont menacé de me mettre en prison pendant des décennies si je ne leur racontais pas tous les détails. Ils en savaient beaucoup, mais ils voulaient en savoir plus, comment notre plan fonctionnait, où nous avions obtenu l'argent et, surtout, où il se trouvait maintenant. Ils m'ont mis la pression pendant des heures, me soumettant constamment à des pressions psychologiques et physiques. La même chose est arrivée à notre ami. Pourtant, nous avions prévu quelque chose. Avant même de commencer à vendre des logiciels, mon ami et moi avions convenu que tôt ou tard, nous nous ferions prendre. Nous nous sommes donc préparés. Nous avons partiellement investi tout l'argent que nous avons gagné en piratant des distributeurs automatiques de billets et en vendant des logiciels dans la cryptographie. Pas tout, bien sûr, nous en avons gardé un peu pour les petites dépenses, mais la plus grande partie était en crypto, en lieu sûr. C'était notre plan de secours. Nous avons caché l'argent dans un endroit où il est impossible de l'atteindre. Au moins, je n'ai pas rompu. Ils n'ont pas pu me pousser, donc ils n'ont rien découvert sur mon argent. Maintenant, je sais que j'ai une réserve pour l'avenir quand tout cela sera terminé. Mais mon ami, c'est une autre histoire. Il n'a pas supporté la pression. Le FBI l'a vraiment intimidé et il a eu peur. Il a commencé à parler. Il a révélé où il cachait son argent, leur a parlé de la crypto et leur a même montré comment y accéder. Ils avaient tous les accès nécessaires pour le confirmer. Mais la seule chose qui m'a réconforté dans cette situation, c'est qu'il ne m'a pas dénoncé. Il aurait pu se séparer de moi, mais il ne l'a pas fait. Je ne sais pas si c'était sa position de principe ou s'il a simplement décidé de me couvrir par respect, mais au moins ils n'ont rien découvert sur mon argent. Je lui en suis reconnaissante, mais en même temps, je comprends que la peur puisse faire craquer n'importe qui. Il a donné tout ce qu'il avait, et maintenant il n'a probablement plus rien. Quant à moi, il me reste mon projet et un peu plus d'argent pour l'avenir. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés tous ensemble en prison. Mais en fait, il n'y avait pas beaucoup de preuves contre moi. Le FBI savait que j'étais impliqué dans le système, mais il n'avait pas de preuves tangibles, pas de grosses sommes d'argent, pas d'argent caché. Il savait que j'étais impliqué, mais comme il n'avait pas de preuves tangibles, il ne pouvait pas m'enfermer pendant longtemps. C'est probablement ce qui m'a sauvé.
Mais mon ami, sa situation était plus compliquée. Comme je l'ai écrit plus haut, sous la pression, il a craqué et a parlé de son argent, de sorte qu'il y avait déjà des preuves concrètes contre lui. Le FBI savait qu'il cachait une partie de son argent dans des crypto-monnaies et y a même eu accès. Toutefois, comme il a coopéré et passé un accord, il a bénéficié d'une réduction de peine. Pas autant que notre programmeur, mais pas facile non plus. Il a obtenu sa peine, environ 5 ans. En raison de l'absence de preuves solides contre moi, j'ai été condamné à une peine relativement courte, un peu plus de 3 ans. J'ai compris que j'aurais pu écoper d'une peine beaucoup plus longue s'ils avaient trouvé mon argent ou s'ils étaient parvenus à me traduire en justice de manière complète. Mais à cet égard, j'ai eu de la chance. J'ai purgé mes 3 ans et j'ai été libéré. Mais notre développeur de logiciel, il était complètement couvert. Il conservait toutes les preuves sur son ordinateur. Il avait une correspondance ouverte avec les clients, toutes les données sur les ventes de logiciels et même les relevés de transactions. Il a été emprisonné pendant une longue période. Pour de tels crimes aux États-Unis, on peut aller jusqu'à 20 ans de prison selon l'ampleur de l'affaire, et il en a écopé de plus de 10. Je ne sais pas exactement combien, mais c'était une longue peine. Il a dû purger une peine beaucoup plus longue. Pour être honnête, nous avons passé un bon moment en prison. Ce n'étaient pas des vacances, mais nous avions notre propre respect parmi les prisonniers. Ils savaient que nous nous occupions de choses sérieuses et non de choses insignifiantes. L'important était que nous ne mouchardions pas et que nous n'abandonnions pas les nôtres. Les détenus appréciaient cela. Ils nous traitaient normalement, parfois même avec respect, comme des gens qui gagnaient de l'argent non pas grâce à des combines stupides, mais à l'aide de leur cerveau. Nous n'avons pas causé de problème et nous n'avons pas subi de pression. Je n'en veux pas à notre vieil ami le hacker qui nous a dénoncés. Nous n'étions que des enfants à l'époque et, pour être honnête, n'importe lequel d'entre nous aurait fait la même chose à sa place. Surtout sous l'influence physique et psychologique du FBI. Nous pensions avoir piraté le système, mais en réalité, c'est le système qui nous avait piraté. Voilà l'histoire. Risque, argent, adrénaline, et au bout du compte, des vies gâchées. On a parfois l'impression que le Darknet est un endroit où les opportunités sont illimitées. Mais chaque pas dans ce monde a un prix élevé. La voie choisie par ces garçons pour gagner de l'argent rapidement les a conduits à tout perdre. N'oubliez pas que même si l'argent facile vous attire, il y a toujours un côté sombre derrière, prêt à dévorer quiconque décide de jouer selon ses règles. Le Darknet peut être tentant, mais c'est un endroit où rien n'est sans conséquence. Protégez votre liberté, respectez la loi et n'oubliez pas que toute entreprise illégale se termine de la même manière, une vie gâchée et des années derrière les barreaux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de lui donner un like si vous l'avez aimé et de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à donner votre avis sur cette histoire dans les commentaires. J'étais avec vous, monsieur. Dark Web, rendez-vous dans les prochains épisodes.